Donc, l'enregistrement va démarrer. Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Donc, bonsoir. Donc, ce soir, c'est un sujet qui n'était absolument pas prévu. J'avais un autre enseignant qui ne peut plus enseigner parce que le thème qu'il enseignait est couvert par un accord avec son entreprise et comme il quitte l'entreprise, bah, il ne peut plus l'enseigner. Donc, du coup, j'ai cherché quelqu'un et je suis tombé sur Renaud qui a posté quelque chose de fort intéressant qui est le Local First pour le développement d'applications client-serveur et web en particulier. Et j'ai tenté une opération de séduction avec le public du CNAM, disant tu verras, ils sont super, il n'y en a pas deux comme ça, c'est vraiment un public très différent des autres. Finalement, il a cédé. Ça a été un peu compliqué administrativement parce qu'on a tout fait à l'arrache hein, et on a réussi quand même. Et il s'est prêté au jeu, donc je le remercie ce soir pour être là. Et puis bah, je vais le laisser parler d'un sujet qui est montant qui, à mon avis, est d'importance. Je l'ai déjà vu traité sous une autre forme ailleurs et autrement. Donc, voilà. Je le laisse se présenter et je le laisse faire court. Je vais écouter parce que je ne le connais pas, le sujet. Bah, merci, Eric. Écoute, personne ne le connaît, ce cours. Même moi, je ne le connais pas parce que je l'ai vraiment monté pour l'occasion. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va être intéressant. Donc effectivement, on va parler de Local First, mais on va surtout parler de développement web Local First, hein, parce que potentiellement, on peut appliquer ça à d'autres choses probablement, mais ce qui est important, c'est que là, on va se situer dans le contexte du développement web, et en particulier des applications web et PWA. Voilà, les fameuses Progressive Web Apps, pour ceux qui n'ont pas entendu parler encore. Voilà, donc pour me présenter rapidement, eh bien, figurez-vous que je suis passé par le CNAM. Eric, je garde des souvenirs émus de ses cours, donc voilà. Et j'ai fait de la recherche à l'INRIA, à l'ISEP, de l'enseignement aussi, puis dans le privé aussi. Et finalement, j'ai monté une start-up sur la gestion des chantiers en dématérialisé, une startup qui s'appelle Idécature. Et donc j'ai 12 ans d'expérience en développement de services numériques pour l'industrie de la construction. Donc c'est un domaine un peu particulier puisque les chantiers c'est un contexte très tendu où la moindre panne où le moindre service qui est coupé peut entraîner des pénalités de retard assez importantes. Donc tout le monde est bien stressé. Donc il y a 12 ans, quand on a décidé avec mon associé de proposer des tablettes PC pour les chantiers, dématérialiser les plans et faire ce qu'on appelle la réception des chantiers sur tablette, c'était un pari risqué, quoi. Voilà. Et cette aventure-là, elle m'a vraiment ouvert l'esprit sur le fait que d'abord, on avait besoin de performance et d'économiser l'énergie quand on développait des applications. Typiquement, voilà, à l'époque, les batteries des tablettes PC n'étaient pas aussi performantes que maintenant. Donc on avait, si on tirait trop sur la batterie, on n'avait pas assez de temps pour que les gens puissent travailler sur le chantier. Et puis, il n'y avait pas de connexion Wi-Fi efficace. Donc, il fallait travailler en offline. D'autant qu'il y avait des endroits où il n'y avait tout simplement pas de Wi-Fi. Hein, par exemple, dans les tunnels de la RATP pour faire les audits de tunnels. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc, il fallait être capable de travailler en offline et de retourner sur la base vive, qu'on appelle ça, pour synchroniser les données sur un serveur et les partager avec tous les acteurs du chantier. Voilà. Les entreprises, par exemple. Voilà, donc ce contexte-là m'a assez rapidement donné l'idée qu'il y avait quelque chose à faire sur le mode déconnecté et le travail en déconnecté. Il y a des besoins, mais il n'y avait pas très peu d'outils en fait pour traiter ces besoins. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis l'eau a coulé sous les ponts et plus récemment, le Local First est arrivé. Donc c'est l'objet
de ce cours. Et je me suis emparé du sujet, puisque j'ai continué à faire de la R&D aussi à côté, sur une société que j'ai créée qui s'appelle Synchio. Et là, en ce moment, je suis en train de créer une autre société qui s'appelle LocalFlow et qui pousse un outil de développement qui est local first, qui est low code aussi, et qui pour l'instant s'appelle Daylight.io. Voilà. Pour le contexte personnel. Bon, alors, s'il y a des questions, j'imagine que vous pouvez les taper dans le chat et Eric me les posera. Il ne faut pas hésiter au fur et à mesure. Hein. Et sinon, on fera à la fin, comme vous voulez. Donc, on va faire 4 parties. Première partie, je vais... alors, comme justement, je m'intéresse beaucoup à l'éco-conception logicielle et à la maîtrise de l'énergie et des ressources, on va contextualiser un petit peu le cours avec une première partie rapide sur ce que c'est que l'éco-conception logicielle, à quoi ça sert et quels sont les enjeux surtout. Puis après, je présenterai l'approche local first. Je présenterai quelques outils pour faire du local first. Et à la fin, je vous parlerai de choses plus avancées que je vais illustrer avec du coup ma plateforme low-code Daylight.io, ce que j'appelle les workflows local first. Voilà, on commence par contextualiser un petit peu l'éco-conception logicielle. Alors, avant de parler d'éco-conception logicielle, il faut remonter un petit peu à la cause de pourquoi ça va être intéressant. C'est tout simplement que les impacts du numérique actuellement commencent à devenir problématiques. Actuellement, ça correspond à 5% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Mais les projections en 2025, ça va être 8%, voire plus. Ça équivaut à toutes les émissions cumulées de la voiture individuelle. Et le problème, surtout, c'est que c'est le seul secteur qui est en progression exponentielle, pour plein de raisons. Mais par rapport aux autres secteurs qui sont en train d'arriver à un palier, voire qui sont en train de redescendre, le numérique, lui, augmente de manière exponentielle. Donc la part, enfin, si on regarde un petit peu la proportion entre, par exemple, la fabrication et les usages dans le numérique, on est à peu près en termes de consommation d'énergie. Donc, quand on parle de consommation d'énergie, on parle principalement de consommation d'électricité. Hein. On est à peu près à 40% pour tout ce qui est extraction, transport, fabrication, distribution, etc. Et 60% pour les usages. Donc les usages, c'est vraiment typiquement l'exécution des applications sur les data centers, sur les téléphones, etc. Et si on fait un zoom sur les usages, on voit que c'est intéressant, c'est très équilibré. Donc il y a les usages qui sont en augmentation constante, hein, puisqu'on dématérialise énormément les services numériques. Hein. Il suffit de regarder les services du gouvernement qui étaient il y a 10 ans pas du tout dématérialisés, qui maintenant sont quasiment tous dématérialisés. Hein. Donc il y a une grosse augmentation des usages, et bien sûr ça tire la consommation énergétique des terminaux utilisateurs, donc les laptops, les smartphones et tous les autres terminaux. Mais bizarrement, la proportion de ces usages-là ont tendance à baisser. Alors, enfin, de cet impact-là a tendance à baisser. C'est tout simplement parce que l'efficacité énergétique augmente énormément avec le temps. Les batteries sont plus efficientes, les composants sont plus efficients. Et donc, globalement, la part des terminaux a tendance à baisser. Par contre, la part des réseaux de communication et la part des data centers, elle, a tendance à augmenter du fait de l'augmentation des usages. Je vous ai mis quelques exemples d'impact
par exemple, en haut à gauche, là, on voit l'impact d'un serveur physique en termes d'énergie consommée. Donc, c'est en kilowattheure par an. On voit qu'une antenne relais, par exemple, 5G, c'est 300 000 kWh par an, ce qui est quand même assez significatif. On voit aussi qu'une box Internet, c'est mine de rien 300 kWh par an, ce qui n'est pas négligeable non plus par rapport à un smartphone, par exemple. Voilà, donc c'est bien d'avoir ces petits chiffres-là en tête pour se rendre compte des impacts du numérique et de les quantifier un petit peu de manière relative. Et ce qui est important, ce n'est pas les chiffres exacts, c'est surtout les tendances en fait qui sont importantes. Hein. Et les tendances, elles ne sont pas bonnes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est en train d'augmenter de manière exponentielle. Donc là, c'est un article qui date un petit peu, mais c'est pas du tout outdated. Hein. C'est la revue Nature, c'est des projections jusqu'à 2030. Voilà, donc grosso modo, d'ici 2030, le numérique, tout confondu, consommera 21% de l'électricité mondiale, selon le scénario moyen. Voilà, il y en a d'autres qui parlent de faire un x3 d'ici 2040, donc c'est plus optimiste, on va dire. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est en forte progression. Et on voit sur le dessin à gauche là que la part des réseaux qui est en bleu va relativement augmenter par rapport au reste. Et en vert, on a aussi les data centers qui vont aussi augmenter. Voilà. Et bien entendu, le numérique, la première chose qu'il y a, ce sont les usages des utilisateurs. Hein. Mais ces utilisateurs, pour utiliser les services numériques, ils utilisent du logiciel. Donc le logiciel, il est en début de chaîne, et la manière dont on le programme est extrêmement important. Là, je parle d'une loi qui a été énoncée par un monsieur qui s'appelle Niklaus Wirtz, qui est le créateur du langage Pascal, et qui dit que, grosso modo, c'est plus facile, c'est plus rapide de ralentir les programmes que d'accélérer les ordinateurs. Et ça s'est toujours vérifié qu'à chaque fois qu'en fait on proposait des ordinateurs plus rapides, le logiciel prenait finalement toute la mémoire, tout le CPU disponible très très rapidement. Et donc tout ce qu'on essaye de faire en termes d'augmentation de l'efficacité se retrouve mangé en fait par l'augmentation des besoins en ressources des logiciels. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir les logiciels de manière différente. Et c'est le but de l'éco-conception logicielle. Donc l'éco-conception logicielle, son objectif, c'est de diminuer les ressources consommées par les logiciels tout en gardant une certaine qualité d'usage. Donc l'éco-conception logicielle est une piste sérieuse pour le numérique responsable. Et les enjeux de l'éco-conception logicielle de nos jours, alors il y en a deux qui sont les plus importants à mes yeux. Il y a le premier qui est de traiter les problématiques des terminaux, parce que c'est une grosse partie de l'impact, en particulier côté fabrication. Et donc, il s'agit d'essayer de minimiser les effets de l'obsolescence et d'essayer d'avoir des matériels qui durent le plus possible. Donc ça, c'est un des enjeux. Et l'autre enjeu, c'est côté réseau et data center, de minimiser leur consommation énergétique le plus possible aussi. Donc ça veut dire que les concepteurs de logiciels, ils ont vraiment les deux choses principales avec lesquelles ils doivent penser, c'est vraiment faire attention à ces deux sujets. Le problème, c'est que c'est compliqué, parce que en conception logicielle, on a tout un tas d'effets paradoxaux. Donc, typiquement, on va avoir des effets qui vont être très positifs en termes d'impact. Par exemple, quand on va mutualiser des bases de données sur des serveurs, faire de la virtualisation pour aller mieux utiliser les serveurs physiques
en mettant des machines virtuelles. Ça a des impacts positifs. Mais il y a toujours des revers de la médaille. Il y a des complexifications du coup, de déploiement qui entraînent des fatwares. Il y a une surconsommation des machines virtuelles aussi. C'est à peu près 15% de surconsommation, une couche d'abstraction, de virtualisation. Donc, en fait, et même quand on réussit à optimiser le logiciel, il y a ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire que comme le service est plus efficace, les gens l'utilisent plus. Et ce qui vient en fait contrebalancer l'efficacité qu'on a, l'économie énergétique qu'on a faite. Donc c'est compliqué. Et en plus, au-delà du fait que ce soit compliqué, il y a de toute manière des impossibilités fondamentales d'obtenir en fait le système idéal. Et le meilleur théorème, je trouve, qui illustre en fait cette impossibilité fondamentale et qui le formalise, c'est le théorème de Brouwer, le fameux théorème CAP, qui dit grosso modo que on ne peut pas avoir à la fois un système qui est cohérent en termes de données, avec tout le monde qui a la même donnée, qui est complètement disponible immédiatement, instantanément, et qui en plus est partition tolerant, comme on dit, c'est-à-dire qui est scalable au-delà des limites de la machine, quoi. Donc ça veut dire que on ne pourra pas, quoi qu'il arrive, gagner sur tous les tableaux à la fois quand on fait de l'éco-conception, et que justement, il s'agit de faire des choix en fonction du contexte, et qu'on ne peut pas en fait se dire qu'il y a une seule architecture qui va être la meilleure. Par exemple, on ne peut pas se dire qu'on peut tout miser sur l'architecture client-serveur cloud en mettant tout sur le cloud et en pensant qu'on va avoir l'architecture idéale. De la même manière, probablement que ce n'est pas vrai non plus. Si on met tout sur le téléphone, ça ne va pas marcher non plus, quoi. Mais il y a des arbitrages à faire en fonction du contexte. Et donc, ça veut dire que les développeurs vont avoir besoin d'outils pour ce qu'on appellerait tordre le théorème CAP, c'est-à-dire être capable de temps en temps relâcher un peu la cohérence des données pour gagner en énergie. Et donc faire des choix plus responsables, plus éco-responsables en fonction du contexte de l'application. Typiquement, si une application n'a pas besoin de beaucoup de cohérence de données, ce serait dommage d'avoir une base de données transactionnelle derrière, parce qu'on sait qu'une base de données transactionnelle, ça prend beaucoup d'énergie par rapport à un protocole de synchronisation relâché. Voilà, donc c'est exactement ce contexte qui m'intéresse dans le cadre du local first, parce que justement l'approche local first, comme vous allez voir, elle propose des outils qui vont permettre de développer l'application différemment, d'avoir une architecture différente et de moins s'appuyer sur le cloud, de moins s'appuyer sur les serveurs, de moins s'appuyer sur les réseaux. En tout cas, de s'appuyer sur eux différemment. Donc, quand on a plusieurs cordes à son arc, c'est toujours mieux quand on fait de l'éco-conception. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Oui. Ouais. On m'entend? Oui. La question que je me posais par rapport à CAP, ouais. Là vous parlez de relâcher la cohérence, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté sobriété à avoir par rapport à l'availability? C'est-à-dire, je pensais à, par exemple, je lisais l'article de Amazon sur Dynamo, et la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils veulent avoir, si je comprends bien, une availability maximale. Donc il faut que toutes les requêtes soient servies dans le temps, et ils ne raisonnent pas sur la moyenne, le temps moyen de réponse, mais ils veulent que même les plus mauvais temps de réponse soient très bons, quoi.
Et du coup, alors bon, ils vont relâcher ils vont relâcher la consistance, mais finalement, ça coûte quand même, beaucoup d'arriver à avoir ce niveau d'availability. Tout à fait. Bah oui, alors, surtout si on dit qu'on est sur le cloud, quoi. Parce que en fait, alors typiquement, une antenne, enfin une infrastructure de communication pour Internet, on sait qu'elle est globalement utilisée à 60% en moyenne, quoi. Donc elle est toujours surdimensionnée pour faire face justement au pic potentiel et à garder en fait la fameuse availability dont tu parles pour le cloud. Et donc en fait on surdimensionne toutes les infrastructures pour donner l'illusion à l'utilisateur que tout est rapide, tout est facile, quoi. Alors effectivement, alors dans le slide qui est à l'écran, je parle de QoS, quoi. C'est quelque chose que les gens se posent plus trop de nos jours, en fait, hein. Ils ne font plus ce travail de savoir en fait quel QoS ils visent. Alors, ça peut être pour l'availability, mais ça peut être pour la cohérence des données aussi, la QoS, hein, enfin d'une certaine manière, quoi. C'est grosso modo quels sont leurs objectifs, quoi, par rapport au cap, par rapport aux critères du cap. Et ça, ils ne se les posent plus trop, alors que c'est hyper important de se les poser, parce que c'est ce qui va permettre de dimensionner correctement les infrastructures. Grosso modo, le dimensionnement qui te permet d'être au-dessus de ta QoS attendue, bah, c'est un surdimensionnement, on va dire, quoi. Alors celui qui te permet d'être, qui t'amène en dessous, évidemment, tu es en sous-dimensionnement. Mais déjà, pour savoir si tu es au-dessus ou en dessous, il faut avoir fait ce travail de, de spécification de la QoS. Et la plupart des gens, quand on leur pose la question, ne sont pas forcément prêts à lâcher quoi que ce soit en termes de cohérence ou de disponibilité, quoi. Donc effectivement, il va falloir être un peu plus sobre ou alors réfléchir un peu différemment, en tout cas proposer d'autres approches. Si on veut plus de disponibilité ou si on veut plus de cohérence, il faudra être capable de le faire en fonction des besoins, quoi. Parce que si on cherche à maximiser à chaque fois, bah là, c'est sûr qu'on va maximiser surtout la consommation énergétique ça, et la consommation des ressources. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, merci. Okay. Il y a d'autres questions? Moi, je vais faire une remarque. Vas-y. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de relâcher la cohérence pour les économies de ressources. C'est le premier. J'ai déjà entendu relâcher la cohérence par rapport à d'autres aspects qui sont plus liés à la qualité de service, mais j'avoue que là, c'est la première fois que j'entends ce positionnement et qui est très très juste, hein. Donc c'est Ouais, intéressant. ça me semble relativement évident entre guillemets pour moi, mais c'est peut-être parce que j'ai suivi tes cours à l'époque et que l'idée a fait son chemin. Mais Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à une époque, on travaillait plus micro-noyaux et dans l'économie de ressources, alors que le cloud a fait voler un peu tout ça en éclats, c'est vrai. okay. Mais en tout cas, t'es le premier qui met en perspective cap avec l'économie d'énergie et je t'en félicite. Fallait y penser et c'est d'une évidence. Voilà, merci. L'idée vient d'une discussion avec Olivier Armand, que tu connais peut-être pas, mais qui bosse aux mines, et qui est un ami. Et un jour, on est arrivé à la conclusion que si on voulait avoir à la fois C, A et P, il fallait une énergie infinie, quoi. Et à partir de là, l'idée était relativement claire. Alors, juste pour rentrer dans le débat, mais pas longtemps, tu peux avoir les trois propriétés avec une économie, une grosse économie, mais la cohérence, il faut que tu l'amènes par le niveau applicatif, ce qui rejoint le local first. Oui. Je te parlerai de mon exemple là, en aparté, mais okay. C'est très intéressant. Yes. Ok. Du coup, alors, j'enchaîne sur l'approche local first. Alors, je vais vous faire une présentation un peu macro, on va dire, sur les grands principes du local first, tels qu'ils ont été
énoncés par leur créateur, enfin les créateurs du Local First, hein, qui sont des chercheurs qui bossent plutôt dans le privé, puisque c'est Ink and Switch, c'est un labo privé américain qui a fait la première publication. Donc moi, je vais juste retranscrire leurs idées pour l'instant, et puis après, j'irai un peu plus loin. Donc le local first, c'est quoi? Local first, c'est ça, comme le nom l'indique, hein, ça consiste juste à dire on va développer l'application en local, comme si elle était mono-utilisateur. Et puis, grâce à un protocole de synchronisation, on va la rendre distribuée, dans le sens où on va pouvoir en fait retrouver en fait ces données sur tous ces devices personnels, et on va pouvoir aussi collaborer. On va pouvoir collaborer grâce aussi à un protocole de synchronisation, mais qui va permettre de partager la donnée avec les autres. En vrai, on sait faire. Hein, on sait faire. Par contre, Ink and Switch, j'ai du mal à le dire, ils ont du coup énoncé 7 principes. Voilà, ils ont dit 7 fondamentaux pour qu'une application puisse être considérée comme étant vraiment répondant au cahier des charges du Local First. Il faut qu'elle suive 7 principes. Et c'est les 7 principes que je vais vous présenter là tout de suite. Premier principe, pas de spinner. Donc, pas d'attente en fait quand on clique sur un bouton et qu'on veut faire une action. Alors ça, c'est peut-être après, c'est des principes qui évidemment sont à mettre en perspective, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que un bon outil, vraiment, il doit être hyper réactif, quoi. Quand on appuie sur un interrupteur et que la lampe ne s'allume pas tout de suite, c'est hyper frustrant, quoi. On a du mal aussi à imaginer, je sais pas, un marteau qui, quand on tape sur le clou, met une seconde avant d'arriver sur le clou, quoi. Ça ne marche pas. Donc l'outil doit être réactif, et c'est là, d'ailleurs, ça revient avec l'availability dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il est absolument hors de question de s'appuyer sur le réseau et sur le cloud pour ça, quoi. De toute manière, il y a des limites physiques à la transmission de l'information sur le réseau, hein, c'est la vitesse de la lumière, donc il y a des latences qui sont incompressibles, et du coup, par exemple, là on voit une carte en fait, des latences entre les différents points du globe, hein, qui ne sont pas liées qu'à la vitesse de la lumière, bien entendu, mais qui sont liées à d'autres facteurs, mais voilà, par exemple, entre l'Asie et le Brésil, on est sur 363 millisecondes, hein, ça veut dire que si on fait 3 appels, on dépasse la seconde en termes de latence. Si mon application web, que je clique sur mon bouton, elle a besoin de 3 données et faire 3 appels reste, je suis sur la seconde, quoi. Donc ça va très très vite, quoi. Donc l'idée, c'est que la donnée doit être disponible localement. Voilà. C'est le principe numéro 1, pour avoir une réactivité maximale. Ensuite, principe numéro 2, le travail doit être disponible partout. Donc l'idée, c'est que on doit, comme je disais, on s'appuie sur un protocole de synchronisation. Et ça, c'est quand même relativement simple. On sait que la donnée personnelle, a priori, quand on est tout seul à l'utiliser, la synchronisation, c'est un sujet relativement facile à résoudre. On peut s'appuyer sur des protocoles très peu consommateurs, comme le Bluetooth, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et puis tout le monde a une box Wi-Fi à la maison, de toute manière. Donc on n'est pas obligé de s'appuyer sur Internet pour faire ça. Et du coup, ça nous emmène sur le principe numéro 3. Donc pour une application qu'on appelle Local First, l'Internet est toujours optionnel. Alors, donc, on doit être capable de travailler offline, et il y a plein de cas d'usage qui justifient cette pratique, hein, donc les voyages, quand on est dans des zones rurales. Moi, j'ai un frère qui travaille dans l'agroculture, et il a des problématiques de ce type-là. Les zones non couvertes, évidemment, les zones couvertes aussi, les tunnels, etc. Voilà, donc en plus, quand on regarde un petit peu les impacts justement des différents devices et les différentes infrastructures,
c'est le passer par des réseaux type 4G, 5G qui est le plus consommateur d'énergie. Donc on a vraiment intérêt à, si jamais on n'a pas de couverture de bonne qualité, à ne pas chercher à le faire. En plus, ça bouffe la batterie du téléphone ou de la tablette, quoi. Parce que plus la connexion est mauvaise, plus elle a besoin d'émettre fort, quoi. Donc l'idée, c'est de dire la synchronisation des données doit pouvoir être différée jusqu'au moment où on arrive dans une zone où tout va bien. Principe numéro 4, un outil informatique sans collaboration, c'est pas vraiment du local first. Enfin, voilà, sinon c'est une application normale, desktop, mono-utilisateur. Là, on parle quand même de vouloir faire des applications collaboratives. On reste en fait sur cet objectif-là. Donc le principe numéro 4, c'est qu'une application local first doit permettre de collaborer. Et c'est là que ça devient le plus intéressant, forcément, c'est qu'effectivement, il y a plein de manières de collaborer et on peut imaginer plein de types de workflows, en fait, de collaboration qui vont permettre de résoudre les conflits potentiellement, voire de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, de les éviter. Voilà, donc là, ça c'est tiré de l'article fondateur de Ink and Switch, mais par exemple, sur GitHub, le mode de collaboration, c'est la merge request. Sur Google Doc, plutôt que de faire de l'édition collaborative réelle, les participants à un document peuvent faire des suggestions, par exemple. Donc ça, c'est des protocoles de collaboration qui permettent d'éviter le conflit, de le résoudre un peu en amont, en fait, en proposant d'autres manières de travailler. Et puis des manières de travailler qui d'ailleurs sont en plus, qui font sens d'un point de vue métier, parce que c'est beaucoup plus intéressant de se dire que quelqu'un va faire une suggestion et qu'on va voir en fait la suggestion de cette personne-là et l'accepter, plutôt que de dire tout le monde va pouvoir faire n'importe quoi sur le document et à la fin on ne saura pas qui a fait quoi. Donc, voilà. Non seulement ça fait sens, ça résout le problème des conflits, mais en plus ça fait sens d'un point de vue travail. Voilà, principe numéro 5, c'est viser le long terme. Alors ça a à voir aussi avec la pérennité des devices. Et du coup, le premier principe d'éco-conception, le premier levier d'éco-conception dont je parlais tout à l'heure, qui est d'éviter l'obsolescence. Mais grosso modo, l'idée, c'est de viser le long terme et d'être en sorte de ne pas être dépendant d'un service en ligne pour ces données. Donc, là, on a eu en plus récemment plusieurs exemples de data centers qui ont eu des problèmes. Le data center n'est pas la garantie absolue, quoi. Et si elle est la garantie absolue, ça veut dire qu'elle consomme beaucoup d'énergie, parce que ça veut dire qu'il y a de la redondance de données dans d'autres data centers, puisque si jamais il y a un data center qui brûle, il faut bien que cette donnée soit redondée. Et ça, forcément, ça consomme énormément de ressources, quoi. Donc là le local first, il propose de viser le long terme en retournant sur des systèmes de stockage locaux où on maîtrise bien ce qu'on fait, avec évidemment une redondance, puisque on a plusieurs devices de stockage de nos jours, quoi. Et puis comme on l'a vu, ces devices sont de plus en plus efficients d'un point de vue énergétique. La part de consommation énergétique de ces devices diminue sans arrêt. Donc autant les utiliser, c'est dommage de ne pas les utiliser en fait. Voilà, principe numéro 6, c'est pas parce qu'on est local first et qu'on doit faire de la synchro que on doit abandonner les notions de sécurité. Voilà, on va envoyer effectivement des données sur des serveurs pour qu'ils soient synchronisés et on va les partager avec d'autres utilisateurs. Il ne faut pas que ces données puissent être accessibles si le serveur de synchronisation est compromis.
Donc pour ça, le local first vraiment propose de faire de l'encryption de bout en bout. Hein. Je vous montrerai un petit peu comment ça peut s'implémenter facilement en JavaScript dans un navigateur tout à l'heure. Voilà, et enfin, dernier principe, le contrôle des données doit rester à la main de l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire quand on dépend d'un service sur le cloud. Hein. Je veux dire, à un moment, Gmail, il peut tout à fait décider d'effacer tous nos emails. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, en fait. Donc ça, c'est très embêtant. Donc, pour le coup, le principe numéro 7, c'est vraiment que c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui avons le contrôle sur le partage aussi des données, savoir quand on les partage, avec qui on les partage et comment on les partage. Quoi. Alors, est-ce que c'est en lecture seule? Est-ce qu'on donne un droit de modification? Est-ce qu'on donne le droit de repartager ces données-là avec quelqu'un d'autre? Donc tout ça, c'est partie des sujets local first, enfin de ce qu'on veut pour les applications local first. Et moi, je trouve ça super intéressant, ce contrôle, parce que en réalité, on a toujours besoin de ce contrôle au final dans les applications et les services qui commencent à... les services élaborés qui finissent par être ceux qu'on utilise. Et c'est très compliqué, une fois qu'on a tout mis dans une base de données centralisée, d'assurer après le contrôle par l'utilisateur et l'ownership des données. Parce que tout est dans une base de données mélangée quelque part sur un serveur. Et être capable après de dire ah bah telle donnée elle appartient vraiment à cet utilisateur, il n'y a que lui qui peut les lire, elles sont cryptées, il n'y a que lui qui peut y accéder, et il peut donner aussi accès à ces données-là à d'autres gens. Ça devient très compliqué. Dans les couches applicatives de sécurité, il y a des protocoles, par exemple l'UMA, User Managed Access, qui est un dérivé du protocole OAuth2. Donc OAuth2 c'est pour l'authentification, UMA c'est pour l'autorisation. Et c'est une usine à gaz et c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui avaient déjà essayé de travailler avec ce truc-là. Mais quand on a des microservices, des choses comme ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc, si on veut maintenant un peu avoir visuellement se représenter ce que ça veut dire en termes d'architecture, alors là, c'est vraiment des exemples, mais c'est pour donner une idée de la différence entre une approche classique client-serveur, on va dire. Donc, je prends l'architecture classique client-serveur, avec donc une API REST pour aller récupérer de la donnée et modifier de la donnée. Donc typiquement, dans le navigateur, on va afficher des données pour l'utilisateur qui va pouvoir les éditer, par exemple, dans une table. Voilà. Donc le rendu va se faire à partir de données qui sont récupérées sur un serveur et qui sont mises dans la mémoire. Et puis après, l'utilisateur va pouvoir, dans le DOM, avec les boutons, modifier cette donnée-là et la renvoyer sur le serveur. Okay, via une API type REST. Donc ça, c'est le système classique. De nos jours, on a toujours d'ailleurs maintenant un serveur d'authentification avec un token OAuth2 typiquement qui va permettre d'authentifier les gens pour qu'ils puissent accéder à n'importe quelle API. Hein, donc ça, c'est très pratique. Quelque chose qu'on va pouvoir d'ailleurs bien utiliser aussi dans le local first. Et dans le local first, à droite, vous voyez que c'est un petit peu différent. Donc, on va plus avoir d'API. C'est la grosse différence. On n'a plus d'API spécifique REST. On a un storage voilà, qui devient très central, qui va permettre de stocker les données de manière locale et d'y accéder directement. Et quand il va falloir partager ces données-là, soit par un autre device, soit sur d'autres devices personnels, soit pour les partager à d'autres gens, et on va avoir besoin en fait d'un petit service supplémentaire, donc un service de synchronisation,
Alors je dis petit, mais c'est surtout qu'il est générique. Il sait faire du push, du pull, et il sait faire du merge en cas de conflit. Bon, pas en cas de conflit d'ailleurs, enfin, il sait faire du merge tout court. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau des scénarios d'utilisation, enfin dynamique, quoi. Donc ça c'est typiquement un échange, une séquence client-serveur classique. Alors, client-serveur classique, donc on va ouvrir en fait la page et ça va demander au serveur du coup de télécharger l'UI, quoi. Voilà. Ça va ouvrir la page dans le navigateur. Là, dans le navigateur, l'utilisateur va cliquer sur un bouton, par exemple, pour récupérer les données. Ça va déclencher une requête qui va passer par Internet. Voilà. Cette requête-là va récupérer, par exemple, une liste d'objets, avec peut-être qu'elle va récupérer une version un petit peu simplifiée de la donnée, avec des ID. Ensuite, l'utilisateur va vouloir éditer, par exemple, cette donnée, donc il va cliquer sur le bouton Edit. Ça va potentiellement récupérer des données supplémentaires, donc ça va faire un autre aller-retour sur le serveur pour récupérer, par exemple, du détail sur l'objet qu'on veut éditer, du détail métier. Voilà, donc ça fait un autre aller-retour, par exemple. Et puis, quand on modifie la donnée et qu'on clique sur le bouton Submit, eh bien, ça va envoyer une donnée, là, cette fois-ci en mode put, pour modifier l'objet qui a l'ID 2. Donc, on est passé voilà, trois fois par Internet à chaque interaction utilisateur. Alors, quand on fait du local first, alors c'est plus compliqué en termes d'architecture, évidemment. Il y a plus d'acteurs, on va dire. Mais en fait, finalement, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu d'aller demander en fait à une API, eh ben, on va aller demander la data au storage. On va demander la data au storage, donc exactement le même scénario. On clique sur le show, on get la data list, on récupère les objets. On clique sur le edit, on récupère la valeur les données de l'objet. Et puis après, on fait le submit et ça va venir modifier en fait le storage. Et ça, bien sûr, c'est instantané puisqu'on est local dans le navigateur ou au moins dans la machine qui correspond. Et donc, par contre, on va devoir rajouter effectivement cette couche de synchronisation, un client de synchronisation et puis un service de synchronisation. Mais ce qui est bien, et c'est ça c'est là qu'on a du coup cette flexibilité supplémentaire qui va permettre de tordre le théorème CAP en relâchant potentiellement la cohérence des données, mais en ayant toujours une disponibilité très forte. Et ben voilà, on a ce protocole qui va venir s'enclencher quand c'est nécessaire, quand on a décidé que c'était une bonne idée, ou quand c'est possible, parce qu'on peut très bien travailler offline, ne pas avoir Internet, et puis se dire le faire au moment où on retrouve la connexion. Ok, donc les bénéfices du local first à exploiter, ben c'est voilà, donc je pas lire le slide, mais effectivement regagner en autonomie et en résilience, et puis surtout avoir une meilleure UX, quoi. Parce que la réactivité, c'est toujours important pour une UX. Hein. Je ne sais pas si vous avez. Moi, ça me rend fou à chaque fois que j'ouvre une page et puis je veux cliquer sur un bouton. Et en fait, il y avait quelque chose qui était en train de se charger en background. Et puis, du coup, au moment où je clique sur le bouton se décale vers le bas. Et en fait, je clique sur un autre bouton ou je clique pas sur le bouton. Enfin, voilà. Parce que il y avait un appel à Ajax derrière qui prenait son temps parce qu'il passait par le réseau. Quoi. Voilà. Ensuite, ce qui est bien aussi dans le local first, c'est qu'il y a un contrôle des données personnelles, ce qui fait qu'on est vraiment, enfin, ce que ça prône, c'est la sécurité by design. Hein.
si on ne veut pas partager ces données, on ne les partage pas, quoi. Et pas inversement, quoi. C'est pas on partage ces données, puis après on dit ah mais non, je veux pas les partager, hein. Ça c'est un peu comme ça c'est la GDPR, quoi. La GDPR c'est ah ben on partage ces données, c'est obligatoire, et puis après on dit mais non, mais attendez, moi je voulais pas les partager, supprimez-les, etc. Là c'est l'inverse, quoi. On donne le droit de partager. Donc on inverse en fait complètement la vision. Voilà. Ensuite, globalement, une meilleure efficacité, donc ça on en a parlé, l'efficacité globale, c'est des pistes pour l'éco-conception logicielle. Voilà. Et enfin, l'autre truc que je trouve super intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin d'API spécifiques. Il y a quelque chose que les gens, souvent, ont un peu de mal à voir, c'est que l'API générique REST n'est pas efficace. Ça ne marche pas, en fait, pour un front qui a besoin d'optimiser ses appels au serveur en fonction de l'usage qu'on fait de la donnée. Et donc, si on a une API REST générique, en fait, on ne va pas être capable d'optimiser correctement les interactions entre le front et le back. Et du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle les back-end for front-end. C'est-à-dire que ce sont pas vraiment des API au sens, elles ne sont pas versionnées, elles ne sont pas publiques, elles sont faites uniquement pour le front. Et ça, en fait, c'est beaucoup de perte de temps, en fait, d'écrire, en fait, ce protocole un peu métier, un peu spécifique qu'on a envie d'avoir parce qu'on veut avoir des échanges optimaux entre son client et son serveur, faire de la pagination, faire des choses comme ça, par exemple, même si la pagination, pour le coup, ça fait partie des choses génériques. Et souvent, on oublie de la faire, justement, donc ça fait ce qu'on appelle un anti-pattern. Et donc, au final, comme on s'affranchit de toute cette complexité de création d'un protocole spécifique entre le client et le serveur, eh ben, on développe plus rapidement, on développe de manière plus simple. On n'a pas besoin de synchroniser, par exemple, deux équipes back et front pour qu'elles se mettent d'accord sur le meilleur protocole, avec les contrats d'API que ça suppose, etc. On n'est pas obligé de faire du full stack non plus. On peut tout à fait travailler que dans le navigateur, que faire du front. Et puis, le protocole de synchronisation va se charger un petit peu du reste. Renaud, tu as une question? Oui. Tu as donc François Meyer qui dit c'est control by design. Et il fait une question qui est GDPR égale RGPD. Oui, bien sûr. Excuse-moi, c'est la version anglaise, je crois. Oui. Je pensais aussi. Et après, il y avait control by design. Donc, ça remonte certainement à quelque chose d'un peu plus avant, mais je n'ai pas fait gaffe avant. Alors, il y a privacy by design, security by design. Enfin, il y a un peu toutes les variantes, hein. Et là, effectivement, control by design, ce serait le contrôle de l'utilisateur par design. Oui, tout à fait. Ouais. C'est effectivement assez proche enfin, peut-être même plus proche du principe, des principes local first, le control by design. Oui, en fait, je disais ça parce que vous disiez qu'il faut que ça soit, il faut pas que ça arrive après, il faut que ça soit prévu. En fait, il faut pas que ça arrive après où on dit on a tout partagé, puis après on cherche à remettre des barrières et tout ça, quoi. C'est ça. On fait une sorte de machine arrière, en fait. En fait, on rajoute des couches de contrôle, de complexité, des règlements en plus, là. Et de manière générale, du coup, moi, je trouve que on a un peu tout faux dans notre manière d'envisager les systèmes informatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on prend, comment dire, un service informatique, c'est des gens qui collaborent en faisant des activités dans un objectif commun pour arriver à un résultat, quoi. Globalement, c'est ce qu'on appelle les workflows. Je vais en parler tout à l'heure, hein, mais il peut être plus ou moins simple, il peut être plus ou moins compliqué, plus ou moins collaboratif, avec plus ou moins d'acteurs, plus ou moins de rôles, etc., quoi. Mais grosso modo, la manière dont on développe les systèmes informatiques actuellement, c'est que, ok, on fait une spécification, on sort des entités, des données en fait, on les spécifie de manière relativement abstraite, on les sort de leur contexte métier, c'est-à-dire qu'on les sort de leur workflow et on les met dans une base de données. Grosso modo, c'est ça qu'on fait, hein. On les met dans une base de données
Et après, on utilise des langages assez puissants, SQL, etc., pour les extraire, refaire des projections, etc., pour les replonger dans des contextes de workflow métier, avec des problématiques du coup de partage de données, des problématiques d'autorisation, de qui a le droit de voir quoi à quel moment, avec tout un tas de problématiques qu'on retrouve du coup dans les couches applicatives, services, etc., et qui sont extrêmement compliquées en fait. Alors on a l'impression qu'en fait, en mettant tout dans la base de données, ça va nous résoudre tous nos problèmes, et puis en plus on s'appuie sur le SQL parce qu'on sait qu'on pourra faire des requêtes super compliquées pour projeter nos données dans des contextes, avec des statuts, des paramètres de requêtes dans tous les sens, etc. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une manière beaucoup plus simple de faire en fait? Est-ce que finalement, en gardant le workflow et en ayant en fait une méthodologie orientée au workflow, et en ne perdant pas en fait le contexte et le fait que l'utilisateur a l'ownership d'une donnée, qui travaille localement sur une donnée et qui va la partager avec un autre, et ça, est-ce qu'on n'a pas une autre manière d'envisager les choses, quoi? Et c'est ça en fait, moi sur lequel je voudrais arriver en fait, c'est que il y a peut-être avec le local first une idée là d'envisager les choses différemment et de plus avoir tous ces problèmes de choses à l'envers et de complexité qui viennent se rajouter sur les systèmes. Voilà. Je continue. En fait, j'ai pas l'heure sous les yeux, mais voilà. Ok, c'est bon. Ça fait 1 heure à peu près. C'est ça. Alors, prenons un petit exemple juste pour voir un petit peu les potentiels du local first. Là, j'ai fait une petite digression sur les workflows, on y reviendra. Mais au-delà de ça, sur les potentiels d'optimisation. Imaginons un service de gestion de notes de frais. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez déjà utilisé ce genre de service, mais typiquement, vous avez une application mobile, vous êtes au restaurant, et quand vous avez fini de déjeuner, vous prenez en photo la note, et ça envoie la photo à votre manager ou votre comptable qui fait une validation, qui vous l'accepte ou vous la refuse. Et après, c'est envoyé au final au comptable qui va envoyer ça dans le système de comptabilité. Donc ça, c'est un service hyper classique, hein. Il y a énormément de sociétés sur Internet qui proposent ce genre de service en cloud. Et bien, voilà, si on regarde par exemple des statistiques d'usage classiques sur ce genre de service, chaque personne va émettre par exemple une note tous les 2 jours, parce que peut-être qu'il invite quelqu'un d'autre certains temps, et puis il se fait inviter dans d'autres cas. Et puis 80% des notes de frais vont être faites à la fin du repas, entre 13h et 14h, voilà. Et donc du coup on se retrouve avec, imaginons qu'on ait un service avec 1 million d'utilisateurs, on se retrouve quand même avec 500 000 photos qui arrivent, enfin 500 000 fois 0,8, 80% quoi, qui arrivent entre 13 et 14. Ça fait un gros pic d'utilisation serveur, ça veut dire qu'il faut quand même provisionner de la ressource, quoi. Et puis un gros pic d'utilisation d'infrastructures 5G ou autre, quoi. Enfin, donc forcément, c'est assez tendu pour Internet, quoi. Donc, bien sûr, voilà, moi je dis ça, c'est à peu près évident, mais je pense que ça illustre un petit peu le potentiel de l'éco, enfin, ce qu'on peut faire en termes d'éco-conception. Donc plutôt que d'envoyer les photos en temps réel sur le serveur, comme on aurait tendance peut-être à le faire si on ne réfléchit pas trop et qu'on ne se pose pas la question, et ben on se dit, on va travailler en local. Les photos, les notes de frais vont être stockées dans un local storage, dans un storage dans le navigateur, si on est sur une PWA. Sinon, ça peut être un storage mobile, hein, enfin, sur une application native, hein, peu importe. Et puis, on va synchroniser quand on captera à nouveau un signal Wi-Fi, par exemple. Quand on arrive au bureau, par exemple, ou quand on arrive chez soi.
On peut même faire en sorte que la synchronisation soit légèrement aléatoire pour faire du lissage de trafic. Voilà, donc ce qui permet de mieux provisionner les ressources serveurs, quoi. Et puis alors, on peut même aller plus loin dans l'imagination en imaginant qu'on ait les outils qui vont bien pour ça, mais il y a déjà en fait bien sûr des grosses sociétés qui font ce genre d'optimisation. Hein. Mac fait ça très très bien, entre iOS et macOS par exemple. Mais voilà, quand on est en local, qu'on est dans le même bureau, on peut tout à fait imaginer que les applications se parlent via un protocole local pour éviter d'aller passer par le serveur. Et la note, elle pourrait même arriver directement sur le téléphone du manager qui n'a plus qu'à valider, etc. Voilà, on peut aussi imaginer passer par un serveur local. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs le edge computing et voilà ce genre de tendance. Voilà, donc tout ça pour dire que avec le local first, il y a des sujets d'éco-conception qui peuvent arriver de manière assez naturelle. Est-ce que à ce stade, il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Si vous pouvez juste retourner sur le slide juste avant. Ouais. En fait, bon, c'est très bien. Bon, on éco-conceptualise les choses. Bon, on utilise moins de ressources sur le réseau. Ça a l'air pas mal, mais bon, le client, en fait, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Je veux dire, la personne qui utilise l'application, lui, de son côté, en fait, c'est transparent. Et pour la boîte, en fait, qui développe le produit, ça lui, ça lui coûte quelque chose de supplémentaire, d'autres paramètres à prendre en compte, à développer. Du coup, en fait, est-ce que le gain économie euh, contre service rendu, il est vraiment si important que ça? Enfin, parce que là, on parle d'une solution basique, on envoie juste des photos sur un serveur et il se passe rien, en gros à une autre solution, on va dire, avec beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussé, qui demande quand même en R&D plus de travail, plus de tests, Tout à fait. plus de choses à faire, quoi. Alors je rebondis, j'en ai déjà un petit peu parlé. Alors d'abord, il y a quand même aussi un énorme bénéfice en termes du X, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas si, enfin, vous est souvent arrivé d'aller manger dans une pizzeria avec des arcades un peu en sous-sol, des murs bien épais, des choses comme ça, et vous recevez plus rien en fait. Ça c'est tellement fréquent que c'est même pas drôle, quoi. Donc en fait, ça veut dire que pour faire vos notes de frais, vous êtes obligé un petit peu de sortir du restaurant, ou alors vous le faites, et puis alors ça plante, mais c'est un peu pénible quand ça plante. Et puis ça peut même ne pas se voir que ça n'a pas été envoyé, donc là c'est encore pire, la note de frais elle n'est jamais arrivée, il faut recommencer. Enfin, il y a peur de l'insatisfaction utilisateur à pas être dans cette logique local first, où on a une immédiateté de tout. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est le fameux outil hyper réactif dont on a besoin et dont les clients sont contents. Donc voilà, investir un peu dans l'UX de ce genre de choses, c'est intéressant pour une société. Après, alors deuxième chose, c'est que actuellement, effectivement, c'est tellement facile de rajouter des serveurs, de rajouter de la bande passante, etc. Ça coûte pas cher. Ça ne sera plus le cas dans pas si longtemps que ça. Hein. Les prix de l'énergie augmentent et donc les prix des serveurs vont augmenter. Donc à un moment donné, cette sensation qu'il n'y a pas de limite et que les ressources sont infinies, elle va finir par être relativement mise à mal, quoi. Ça, c'est donc c'est aussi anticiper un peu tout ça. Et la troisième chose, c'est que ces outils-là, ils sont en train d'arriver. Et si tu as encore l'impression que c'est compliqué, c'est aussi peut-être parce que tu n'as pas encore regardé les outils, pas encore utilisé, etc. Mais ça devient de plus en plus facile à faire. Et je vais parler d'outils, là, justement, tout à l'heure. Il y a des bases de données qui synchronisent automatiquement les choses, et il n'y a quasiment rien à faire. Donc c'est en train d'arriver, quoi. C'est en train d'arriver. Je dis pas que c'est complètement là et que c'est complètement rentré dans les mœurs et que
Voilà, moi j'ai encore fait une formation sur l'éco-conception mardi. Il y avait 20 développeurs, il n'y en avait pas un seul qui avait entendu parler de Local First. Alors qu'aux États-Unis, c'est en train d'arriver très fort, quoi. C'est en train d'arriver. Et je pense que dans quelques temps, ça se trouve, les outils seront là de manière même transparente et ce ne sera pas forcément un gros travail à mettre en place. Enfin, j'espère. Pardon. Ouais. Vous pouvez nous citer quelques applications qui utilisent le local first, si c'est possible? Et en fait, en vrai, il y en a pas mal. Il y a quasiment tous les éditeurs collaboratifs, type, vous savez par exemple que Google GitHub. Doc. Alors, Google Doc, on peut tout à fait travailler en offline, c'est tout à fait possible, et synchroniser après. Et on peut même travailler à plusieurs. Alors après, il faut aller regarder le papier fondateur de Link & Switch là-dessus. Mais en fait, après, il caractérise ces applications-là en fonction des différents principes qui cochent ou pas. Les 7 principes, il y a assez peu d'applications qui cochent les 7 principes. Hein. Mais il y en a qui cochent un bon nombre, quoi. Après, effectivement, GitHub, ça peut être considéré comme du local first aussi. Enfin, quand on travaille ou GitLab, voilà, enfin, quand on utilise Git, on peut considérer que c'est du local first. Les développeurs sont les premiers à utiliser du local first, en fait. Ouais. Et c'est un peu compliqué parce qu'ils font des choses compliquées, mais il y a des cas où c'est des choses beaucoup plus simples. Je vais ajouter une application, le mail. Le mail avec des clients locaux qui envoient pas tout de suite le courrier, ça c'est du local first. Alors, c'est très vieux. Ouais. Ils prennent cet exemple-là dans l'article. Ils cochent un certain nombre de cases. Il y a des choses qui ne sont pas respectées, mais oui, ils prennent cet exemple-là. Le DNS aussi. Ouais. En fait, il y en a plein qui cochent certaines cases. Et après, si tu veux cocher les 7 principes, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon. Pardon, vous avez dit l'information reste en local. Après, comment la synchronisation, elle se fait comment alors? Avec le serveur ou avec... Elle se fait via... alors, il y a plusieurs techniques, hein, mais typiquement, Git, elle fait un suivi de version, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir si la donnée a été modifiée. Il utilise un SHA, c'est-à-dire en fait, il compute une version compressée de la donnée, ce qu'on appelle au début c'était un SHA-1, mais je crois qu'ils sont passés au SHA 256, mais peu importe. Donc on compute une version compressée de la donnée pour savoir s'il y a eu un changement. S'il y a eu un changement, eh ben, on va l'envoyer au serveur. Le serveur, lui, il a aussi en fait une copie de la donnée avec son SHA, et il est capable de savoir du coup si quelqu'un d'autre a modifié le truc entre-temps. Donc voilà, et puis tu as tout un protocole comme ça qui permet après de notifier l'utilisateur qui a potentiellement un conflit, etc. etc. Donc c'est des choses qui sont relativement connues, c'est juste que les utiliser pour l'instant reste encore assez compliqué, mais devient de plus en plus simple. Dans le cadre d'un développement normal, hein, je dis. Je vais venir aux outils. Donc là, on parle. N'oublions pas qu'on parle de développement web local first. Hein, et donc là, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train d'assister à l'arrivée en force des progressive web apps, qui sont des apps qui peuvent s'installer en local. Qu'on soit sur iOS ou sur macOS ou sur tous les autres systèmes, hein, bien sûr. Les derniers réfractaires, c'était iOS et macOS. Hein. Et ben, on peut prendre une application web et l'installer comme une application de desktop sur son Mac, par exemple. C'est super facile à faire. Hein. Il y a un petit bouton en haut sur son navigateur, hein, qui permet de faire ça. Et si vous l'avez vu, je peux peut-être vous montrer comme ça. Vous verrez de quoi je parle. Si je prends
Voilà. Voilà. Donc sur Chrome, c'est ça. Ok, donc c'est ça c'est mon outil low-code que je vous montrerai tout à l'heure. Il est PWA parce qu'il a un descripteur JSON qui permet au navigateur de savoir qu'on peut l'installer avec telle ou telle option, etc. Et donc quand on clique ici, on peut installer l'application qui correspond au site web comme une application lourde desktop. Et on a la même chose sur le mobile maintenant. Ok, donc ça veut dire que le contexte, il est aussi là pour que de plus en plus les applications puissent être installées en déconnecté, donc en offline, et puissent se lancer indépendamment du web. Après, charge à l'application d'utiliser en fait, de ne pas utiliser Internet pour pouvoir travailler en offline. Si évidemment cette application-là essaye d'appeler un serveur, ça ne va pas marcher. Si on est en offline. Ok, donc ce qu'il faut juste, c'est un manifest.json à la racine du site. Et donc moi, ce que je dis juste là, c'est que les PWA ils sont en train d'ouvrir un espace super intéressant pour le développement web local first, et ça explique aussi pourquoi cette tendance-là vient des États-Unis maintenant. Ok, donc quelques outils pour stocker la donnée en local. À une époque, c'était très compliqué de stocker de la donnée en local. Les navigateurs, ils étaient très pas faits pour ça du tout. On avait le droit d'avoir quelques octets dans des cookies. Et puis après, il y a le local storage qui est arrivé. Le local storage, c'est une API très simple, mais qui est présente sur tous les navigateurs pour stocker de la donnée, pour sauvegarder de la donnée et pour la lire. Donc là, j'ai donné quelques exemples là. Voilà, pour écrire, ça se fait comme ça. On utilise local storage pour un set item. Et pour lire, on fait un get item. Voilà, donc c'est une base de données clé-valeur. Hein. Il y a une clé, il y a une valeur. On écrit la valeur, alors on la transforme en chaîne de caractères, on transforme l'objet en chaîne de caractères avec un stringify, et puis voilà. Ok, donc ça c'est le local storage. Le problème du local storage, c'est qu'il est très rapide, mais il y a des quotas de données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un certain volume, parce qu'en fait, c'est une API qui est synchrone, et le web déteste les API synchrones. Les API synchrones, c'est les API qui vont bloquer l'UI si jamais ça dure trop longtemps. Donc ça, on ne veut pas. Ça ressemble un peu au panier dans le site e-commerce. On peut utiliser le local storage pour faire du panier, ouais, tout à fait. Typiquement, c'est un bon choix. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, si on fait de la synchronisation, le panier va se retrouver sur tous ces devices de manière automatique. Enfin, on verra après. Du coup, ça, c'est local storage. Ensuite, on a suite à local storage, une autre API assez standard maintenant qui est dans tous les navigateurs qui s'appelle IndexDB. Alors, je crois que c'est Indexed avec ED, et qui est une API beaucoup plus compliquée et qui est pour le coup asynchrone. C'est-à-dire qu'elle se fait avec des async await, pour ceux qui connaissent. Beaucoup plus compliquée à manipuler, mais elle ne bloque pas le navigateur. Elle est un peu plus lente, mais comme elle est asynchrone, ça se voit moins pour l'utilisateur. Ok, donc ça c'est un SDB. La dernière génération, on va dire que c'est bon exemple en tout cas de la dernière génération, c'est SQLite. SQLite, c'est vraiment un système très léger mais qui couvre complètement le SQL, qui est très puissant en termes de SQL, et qui a été compilé avec le WebAssembly, ça s'appelle. Hein, donc c'est un compilateur qui génère une sorte de version binaire du code JavaScript. Donc ils ont réussi à compiler SQLite, qui à la base est écrit en C, je pense, en C++, vers WebAssembly. Enfin, vers du JavaScript.
Et enfin, dernier arrivé, il faut savoir maintenant que c'est tout à fait possible d'écrire et de lire des fichiers sur son file system local. C'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. C'est pas le cas il y a 5 ans même il y a 2 ans. Donc voilà, maintenant c'est tout à fait possible. C'est quelque chose d'ailleurs que j'utilise pour mon IDE. Hein. Donc, ça permet voilà, à l'utilisateur de sauvegarder localement son travail sans avoir à se prendre la tête, sans avoir à télécharger son travail en fait. Hein. C'est vraiment une sauvegarde directe. Je montre un petit bout de code à droite qui montre comment on fait ça. Ok, donc ça c'est pour le stockage local quand on est dans un site web. Maintenant, ce qui va être plus intéressant pour le local first, c'est le stockage avec réplication. Donc le stockage avec réplication, comme son nom l'indique, on va être capable d'avoir sa base de données qui automatiquement va se répliquer sur différents sites et navigateurs du coup. Alors moi, il y en a un certain nombre hein, qui savent faire ça. Les deux plus connus, apparemment, ça a l'air d'être Electric SQL, qui est un produit français, je crois. Il y a Marc Shapiro derrière, hein, que tu sais, hein, Eric. Hein. Et donc, c'est un système de stockage qui est basé sur SQLite, a priori, encore que c'est pas très clair. Hein. J'avoue que je ne connais pas bien les arcanes de l'implémentation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il supporte la réplication et il supporte la réactivité des changements. Alors ça, c'est super important. Parce que quand on fait du local first, vous vous souvenez, on veut toujours un système très réactif. Et donc le système réactif, c'est un système qui va, à partir du moment où il y a un changement dans la base de données, notifier l'UI qu'il y a eu un changement et donc l'UI va pouvoir éventuellement se mettre à jour. On veut que ce soit immédiat. Quoi. Voilà, donc c'est le cœur de ces systèmes-là, Electric SQL, et puis PubDB le fait aussi. Voilà, j'ai mis un petit bout de code, là on voit bien comment ça marche. On crée une base de données, on met des objets dedans, hein. C'est du clé-valeur aussi, a priori, donc ça a l'air d'être des objets normaux. Et puis on peut écouter en fait les changements avec des fonctions listener à l'ancienne. Et après, on peut même la répliquer du coup sur des serveurs PubDB. Voilà. Donc ça permet très facilement de mettre en place un système de synchronisation. Hein. Il suffit d'avoir son PouchDB quelque part et son navigateur vient en fait se connecter à ce serveur. Il peut y avoir N navigateurs qui viennent se connecter au même serveur, ce qui fait que ils vont tous avoir les mêmes données. Ok ? C'est simple. Il n'y a pas besoin d'être un super programmeur pour réussir à faire ça. Ok, donc, alors évidemment, c'est quand même pas tout rose. Hein, il y a plein de problèmes qui peuvent se poser. Et en particulier, il y a le problème qui se pose quand on veut avoir une cohérence forte, voire encore plus embêtant, une notion de transaction. C'est-à-dire qu'en imaginant qu'effectivement, du coup, on a utilisé une base de données répliquée, on a répliqué la donnée, par exemple, sur 3 réplicas, qu'on voit à droite, là, R1, R2, R3. On a 3 clients qui font quelque chose de différent avec la donnée. Et à un moment, il faut savoir, il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B, quoi. Et alors, il faut savoir si ça sera A ou B, quoi. Donc, il y en a un, par exemple, qui veut réserver un billet de train avec son nom d'utilisateur, enfin, une place de train, plutôt, une place, je ne sais pas, la place 42, et l'autre, il dit, moi, je veux que la place 42 soit réservée, mais pour moi. Donc ça, c'est clairement un conflit, c'est pas possible que la place 42 soit réservée pour 2 utilisateurs. Donc il va falloir prendre une décision
à un moment donné sur qui a raison, quoi. Et ça, cette décision, c'est problématique parce que elle doit être prise relativement. Enfin, c'est mieux si elle est prise relativement instantanément, parce qu'on ne peut pas faire croire à l'utilisateur qu'il a réservé sa place, alors qu'en fait, c'est pas vrai, quoi. Okay, donc c'est là que c'est problématique parce qu'il va falloir du coup, on perd en fait, on ne peut pas relâcher aussi bien la cohérence. Et on va être obligé, du coup, de centraliser une décision vers un système central. Et là, ça coûte forcément plus cher, c'est beaucoup plus compliqué de relâcher et d'avoir quelque chose de pas consommateur de ressources. Donc voilà. Donc, par contre, il y a plein d'autres cas où on n'est pas forcément obligé d'avoir une transaction. On peut tout à fait trouver des workarounds, faire le trade-off entre la cohérence et l'accessibilité, tout ça dont on parlait tout à l'heure. Hein. On peut tout à fait relâcher. C'est juste qu'on risque d'avoir des conflits. Et en fait, on pourra toujours s'imaginer une manière de les traiter, en fait. Hein. D'ailleurs, dans l'histoire de la place 42, hein, on pourrait tout à fait, d'ailleurs c'est ce que fait la SNCF, hein, je crois, la SNCF a dit, eh ben, vous avez choisi la place 42, c'est marqué sur le site, mais peut-être que ce ne sera pas celle-là. Ils le préviennent. Parce qu'en fait, potentiellement, ils n'ont pas implémenté une transaction, parce que ça serait trop lourd d'implémenter une transaction sur ce genre de choses. Et en fait, potentiellement, ils se réservent le droit de changer ça s'il y a un conflit. Donc en fait, on peut toujours vivre avec le conflit si on a une manière cohérente de le résoudre. Et effectivement, donner à un utilisateur une autre place dans un train, c'est pas très grave. Donc il faut toujours savoir si c'est grave ou pas, mais ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de se dire, on n'utilise pas de transaction. Et le problème souvent des développements informatiques actuellement, c'est que on ne se pose pas la question, on se dit, on a une base de données transactionnelle, on est transactionnel, c'est super, c'est bien. Comme ça, il n'y a aucun risque. Sauf que c'est très coûteux. Voilà. Et ça ne scale pas. Donc, faut pas avoir trop peur du conflit, en fait. Et alors, là, je vous ai mis un petit screenshot du talk de Peter von Hardenberg, qui est un des créateurs du papier fondateur Local First. Il y a eu le premier workshop Local First il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un mois ou deux, je ne sais plus. Et donc il a donné ce talk où il a ce slide intéressant, je trouve, qui essaye en fait de dédramatiser le conflit. Et finalement, quand il voit ça comme la phrase intéressante, il dit quand on est offline, en fait, c'est pas très différent que d'une latence en fait dans le réseau. C'est juste qu'on n'a pas, on est offline plus longtemps que la latence, mais en réalité, c'est un peu le même mécanisme. Et du coup, on perçoit en fait le conflit parce que en fait, il y a un ordre de magnitude supplémentaire en termes de temps et de changement et de dérive de la donnée potentielle qu'il y a eu pendant ce temps-là, quoi. Et typiquement, par exemple, imaginons un éditeur de texte. Un éditeur de texte, on est tous les deux en train de taper le même texte. Il peut y avoir des conflits, mais si on a une latence qui est inférieure à 300 millisecondes, on le verra à peine, quoi. En fait, il y aura juste un caractère qui va sauter, peut-être. Un caractère qui va se supprimer, alors que nous, on voulait en taper un autre. Mais c'est pas très grave, ça se verra à peine, quoi. Voilà. Et quand on va augmenter le temps de latence, on risque d'avoir d'autres problèmes un peu plus compliqués. Et puis quand on va être en déconnecté complètement, par exemple là ils sont 30 secondes, 30 jours, on va aussi avoir d'autres problèmes qui vont être encore plus compliqués.
Mais au final, c'est la même nature de problème, en fait. Et donc, il dit « Things can always go wrong ». Ça veut dire que, grosso modo, on ne doit pas partir du principe que tout va bien se passer toujours. Et donc, il faut trouver, en fait, des moyens de résoudre les conflits. Et si on part de cette logique-là, plutôt que de se dire « Il faut absolument qu'il n'y ait jamais de conflit », eh ben, ça ouvre tout un tas d'optimisation possible, tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas assez. Et donc, comment on peut gérer les conflits? La première solution, bah, c'est peut-être de vivre avec déjà. Parce qu'en fait, le dernier qui écrit a gagné, bah, écoute, pourquoi pas, ça peut être recevable dans certains cas métiers. On n'est pas obligé de partir du principe qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de conflit. Et après, il y a plein de solutions qu'on peut faire. On peut implémenter un système de verrouillage. On peut faire ce que j'appellerais du partitionnement sémantique, c'est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs ne puissent pas en fait accéder aux données auxquelles ils n'ont pas le droit d'accéder. Ça paraît un peu évident, mais en réalité, c'est pas si évident que ça. En fait, en suivant le cas métier, on peut tout à fait se dire qu'on va partager uniquement une donnée par rapport à une action qu'on attend de l'utilisateur et qu'il ne pourra pas faire d'autre chose que de faire cette action-là, ce qui fait que du coup, il n'y a pas de conflits qui sont possibles. Je vous montrerai peut-être des exemples un peu plus tard après là-dessus. Après, on peut aussi avoir des résolutions automatiques par règle métier. Donc ça, nous, c'est des choses qu'on a souvent faites dans le domaine de la construction. C'est que on sait, par exemple, que la maîtrise d'œuvre va être prioritaire par rapport à la maîtrise d'ouvrage en termes d'avis sur le défaut, par exemple. Imaginons que une entreprise a relevé un défaut quelque part. La maîtrise d'œuvre a dit ce défaut, il n'est pas grave. Et la maîtrise d'ouvrage a dit ce défaut, il est grave, il faut le résoudre. Eh ben, on sait par le métier que c'est toujours la maîtrise d'ouvrage qui a raison. Alors, donc ça, c'est des règles qu'on peut implémenter et qui permettent de se dire que, ben, ok, c'est cool, on autorise les conflits, on n'a pas besoin de transactions, on s'en fout. Et du coup, on peut relâcher. Et on peut travailler en parallèle sur les mêmes données. Ok ? Voilà, donc tout ça, ça permet de gérer potentiellement les conflits. Et puis, il y a enfin quelque chose qui arrive aussi en force, là, en ce moment, c'est les CRDT. C'est un truc assez ancien. Hein, les CRDT, c'est des données qui ont des propriétés telles que quand on va en fait faire des opérations sur ces données-là, elles vont être cohérentes à terme. Ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs CRDT Consistent Replicated Data Type. Donc c'est des types ouais, de données. Ouais. C'est des types de données qui sont cohérents à terme. Conflict free. Replicated Data Type. C'est ça, c'est ça. Et donc en fait, tout est fait en fait pour que c'est sur ces types-là, quand on applique des opérations, donc quand on fait des changements typiquement, enfin c'est plutôt des opérations d'ailleurs, et bien ces opérations soient commutatives, associatives et idempotentes. Comme ça, du coup, en imaginant qu'on est 3 réplicas et qu'on est 3 clients qui disent des choses différentes, la propagation finit par se résoudre de manière parce que tous les réplicas aient les mêmes valeurs. Alors, donc ça, les structures de données CRDT sont de plus en plus utilisées et sont de plus en plus courantes. Hein. Là, j'ai mis que 3 librairies, mais grosso modo, il y en a plein d'autres maintenant. Il y a une librairie qui s'appelle Automerge. Là, il y a Collabs. Collabs, c'est une librairie de structures de données, type des maps, des listes, etc., qui sont implémentées avec les CRDT
et donc qui finissent aussi par se merger automatiquement sans conflit. Voilà. Donc c'est malheureusement, on les connaît pas assez, on les utilise pas assez, quoi. Mais c'est en train d'arriver. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser les CRDT pour faire du local first, mais c'est un super outil en plus. Parce que dans certains cas, ça rend de grands services. Mais il y a moyen de faire différemment, en particulier en faisant du partitionnement, ce genre de choses. Ok. Et alors, dernier type d'outil dont je voulais parler, on a parlé un peu de sécurité tout à l'heure, et de end-to-end encryption. Et en fait, du coup, ce qui est vachement intéressant maintenant, c'est que dans les navigateurs, on a toutes les librairies par défaut pour faire de l'encryption. Ce qui va permettre du coup d'encrypter les messages et de les décrypter dans un autre navigateur. Alors, grosso modo, donc, ce qui se passe dans les applications local first, c'est que on a par exemple un texte qu'on est en train d'éditer. Alors là, il se trouve que j'ai tiré ça du blog d'un mec qui est le développeur d'Escalibro, qui est un éditeur de graphique, mais ça pourrait être du texte, peu importe. En tout cas, donc la personne est en train d'éditer son document et elle a besoin en fait de le synchroniser, de le partager avec quelqu'un d'autre du coup. Donc elle va passer par un serveur, forcément, elle va uploader ce document sur le serveur et elle va donner un lien à l'autre personne pour dire voilà, il est là le document, vas-y, prends-le. Ok, c'est une façon de synchroniser, de partager. Le problème, c'est que si jamais le document il n'est pas encrypté sur le serveur ou que la clé d'encryption elle est sur le serveur aussi, potentiellement si si le serveur est compromis, n'importe qui va pouvoir lire ton travail. Et ça, tu n'as pas envie. Donc la solution, c'est l'encryption de bout en bout. Et là, c'est une manière tout à fait élégante de le faire dans un navigateur. Donc je vous ai mis toutes les étapes. Donc la première étape, on génère une clé. On s'en fiche d'ailleurs de l'aléatoire, peu importe. Deuxième étape, avec cette clé, on encrypte le message. Donc on a le contenu qu'on passe en chaîne de caractères et qu'on encode. Okay. On envoie le message au serveur, qui va en fait récupérer du coup le message encrypté et qui va le stocker quelque part. Et après, et c'est là qu'est la subtilité, on va générer un lien partageable en mettant la clé qui va permettre de décrypter le contenu dans ce lien. Et on le met après le hashtag, parce que du coup, le hashtag, lui, il n'est jamais envoyé au serveur, parce que vous savez que c'est la façon de faire un encore. Et donc, ce hashtag reste local au navigateur. Il n'est jamais envoyé. Donc, ça veut dire que si vous envoyez par email ou par un biais sécurisé à la personne à qui vous partagez le document, ce lien-là, le https xyz.com, l'ID de votre document, et hashtag la clé qui va permettre de décrypter, ben, ça va être le seul à voir ça, et même si quand il ouvrira ce lien, cette clé-là ne sera pas envoyée au serveur. C'est une astuce, en fait, qui utilise ce système d'encore pour pouvoir partager un lien et que ce lien ne compromette pas la clé. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre l'astuce, hein. Je vous avoue. Mais c'est assez sympa. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut envoyer ce lien-là à une autre personne, et puis cette autre personne de l'autre côté, ça sera un client, une application JavaScript, va pouvoir récupérer le contenu sans dévoiler la clé au serveur, et puis utiliser la clé quand même qui est dans son lien, c'est encore, pour faire la décryption. Donc il récupère la clé dans l'encore et il décrypte le message. Et ça se passe uniquement dans le navigateur. Donc il n'y a pas de fuite de la clé.
autre que le transfert qu'il y a eu, qui doit être sécurisé, évidemment. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux outils là que je viens de présenter? Ça commence à être un peu dur. Ouais. C'est ce qu'il est tard. Hein. Alors je vais remonter d'un petit niveau et je vais parler un peu plus global, un peu plus macro, on va dire. Là, on est un peu descendu dans le détail avec disons, les outils un peu bas niveau, style CRDT ou encryption. Je ne voulais pas rentrer trop dans le détail non plus. Mais là, je vais remonter un petit peu d'un niveau. Ça va rejoindre un petit peu la méthodologie qu'on peut utiliser pour utiliser le local first et développer des applications. Alors, Pardon. Ouais. C'est des outils qui existent dans des frameworks, c'est ça? De programmation et tout. Alors, j'ai présenté... Comme le SQL, enfin Ouais. Light SQL, non? Ouais. On peut les trouver dans des... Tu peux les trouver sur Internet, évidemment. Juste, pendant que j'y suis, excuse-moi, mais j'avais... Oui. Ouais. J'ai pas mis beaucoup d'insistance là-dessus, mais le https://localforceweb.dev, si tu vas dessus, tu auras tous les outils pour faire du local first qui sont mis en avant sur une seule page. D'accord. Donc tu retrouveras la plupart des outils que j'ai présentés. Moi, j'ai aussi pas mal présenté en fait les API standards que tu trouves dans le navigateur maintenant. Ah oui, ils sont inclus déjà dans le navigateur. Ouais, il y en a D'accord. pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui sont inclus maintenant. Donc grosso modo, maintenant, le navigateur inclut énormément de choses. Et puis, il y a des librairies un peu plus haut niveau pour te faciliter la vie pour l'utilisation de ces API. Donc ça peut être des frameworks, ça peut être autre chose, mais globalement, voilà, tu as tous les outils. Ok, alors, du coup, comme je disais, je vais remonter un petit peu d'un cran. Et je vais vous présenter un petit peu ce que j'appelle les workflows local first. Donc, je reviens un petit peu à tout ce que j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, donc je vais le redire un petit peu, mais je vais aller plus rapidement, je pense. Une application collaborative, c'est rien d'autre qu'un workflow. Et en fait, quand on y réfléchit bien, un workflow, c'est des activités où un utilisateur va devoir faire quelque chose. Et en fait, comme il est tout seul, quand il fait cette activité-là, il prend en entrée des données et il produit d'autres données, il est tout seul. En fait, tout ça, ça peut tout à fait être une activité local first. Quoi. À ce moment-là, il n'a pas besoin de collaborer. Il collabore que quand il va récupérer des données en entrée et quand il les envoie en sortie. Okay, donc quand il fait de la partage de données, en fait. Et en fait, c'est cette vision-là que je trouve super intéressante parce que si finalement, on peut tout à fait se dire que à partir du paradigme local first, on va pouvoir en fait implémenter une vision à base de workflow métier de manière à ce que le workflow métier ne soit pas perdu. Ça rappelle vachement d'ailleurs en termes techniques les architectures peer-to-peer où les différentes applications vont collaborer de manière directe. Là, c'est un petit peu pareil, mais via un processus de synchronisation. Mais alors du coup, voilà, je prends un exemple. Hein. Reprenons cet exemple de note de frais. Une note de frais, c'est une application ou un service de note de frais, c'est un ensemble d'activités qui sont faites par différents types d'utilisateurs, ce qu'on appelle des rôles en fait. Vous voyez, en fait, en haut, j'ai les 3 rôles de ce système-là.
Et on voit en fait dans chaque, ça s'appelle des swim lanes, des lignes de natation, dans chaque swim lane, que en fait, ils vont effectuer des activités. Create expense, donc il va créer une note de frais en prenant une photo. Ça va générer un objet qui est une expense, qui va être dans un statut draft. Et cette activité, cet objet-là, va être en entrée d'une autre activité. Alors là, il se trouve que c'est le même utilisateur, et d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire, cette activité, on pourra la modifier éventuellement. Et puis, là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que s'il il considère que son expense est valide, il va en fait la soumettre, c'est-à-dire qu'il va la partager à un autre utilisateur ou un autre groupe d'utilisateurs, un rôle en tout cas, qui est le rôle des validateurs. Donc il va envoyer cette facture, enfin cette expense, pardon, et le validateur, lui, va faire une autre activité, qui est de checker l'expense. Est-ce que cette expense est OK? Si elle ne l'est pas, eh ben, il va en fait changer le statut de l'objet, ce qui va du coup remettre l'utilisateur dans un état où il doit la modifier. S'il n'a pas envie, il peut la supprimer. Bon. Si elle est OK, eh ben, cette expense va être validée et potentiellement archivée et passée à la content, etc. Donc en fait, on est sur un workflow métier qui représente en fait toutes les étapes nécessaires de collaboration pour arriver en fait à créer de la création jusqu'à la prise en compte de l'expense dans un système comptable. C'est simplifié évidemment, mais on se rend compte quand on voit ça qu'on est en fait sur des activités local first avec du sharing de données entre des utilisateurs. Et en fait, dans le local first, on a tous les outils pour faire ça. Finalement. Et plutôt que de penser base de données en se disant, tiens, on va mettre les expenses dans une base de données. OK. Donc, je modélise mon expense, je la mets dans une base de données. Puis après, je vais rajouter des couches de services et d'autorisation et tout ça pour savoir quand est-ce que j'ai le droit de changer le statut de mon expense, quand est-ce que j'ai le droit de la modifier, etc. Et ben, en fait, on ne fait pas ça. Chacun garde sa petite base de données local first avec ses expenses. Il y a une notion d'ownership très forte. Celui qui a créé son expense reste l'owner et il partage quand il a envie, quand il considère qu'elle est bonne, avec un validateur qui lui va faire des choses, va éventuellement modifier parce qu'il l'a partagée en lecture-écriture, donc il va éventuellement la rejeter, il va éventuellement la valider. Mais tout ça est très cohérent. OK ? Donc, Daylight.io, qui est l'outil que je suis en train de développer, qui est un outil de développement pour faire des PWA en low-code, il s'appuie sur le local first nativement, une API de local first dans le framework, qui fait que on peut facilement implémenter ce genre de workflow avec le local first. Alors comment ça marche? Donc c'est simple, une application peut définir des stockages, des storage local first pour chaque utilisateur, et chaque storage correspond à une clé, dans un mode clé-valeur. Voilà. Et donc, sur chaque clé, on a une donnée qui est associée. En général, c'est une liste d'objets, par exemple une liste d'expense. Et ben, dans Daylight, automatiquement, cette donnée, elle est synchronisée dans l'espace perso de l'utilisateur. Elle est donc accessible de tous ces devices. Okay. Ça, c'est local first classique. Et puis, à partir de là, l'utilisateur, il peut partager ses données. Évidemment, pareil, c'est du local first classique. Et donc, il va pouvoir en fait écrire des règles de partage pour partager les données avec d'autres utilisateurs. Alors, il y a deux types de partage, partage lecture seule et partage en lecture-écriture. Voilà. Par exemple, si j'écris la règle dans ma source de données renaud.pavlak@sinchio.com, ça va en fait partager toute la donnée de ma source de données avec l'utilisateur Renaud Pavlak. Et je peux définir des groupes. On a vu que ça peut être intéressant, les groupes, parce que justement, ça va permettre de dire, j'ai des ensembles d'utilisateurs, j'ai des rôles, en fait, à qui je vais partager des données.
On a vu que dans les workflows, c'était intéressant d'avoir des rôles, quoi. Et du coup, je vais, par exemple, pouvoir dire, je vais pouvoir faire la règle qui dit je partage au groupe validators. Et ça va partager toute la donnée du local storage avec les utilisateurs du groupe validator, de manière transparente. J'ai rien d'autre à faire que de dire ça, en fait. Ça va être automatique. Voilà. Et enfin, last but not least, parce que ça, c'est super important, il va y avoir la possibilité de partitionner la donnée selon une clé de partition qu'on va choisir. La clé de partition, c'est un champ de l'objet qui est dans ma liste d'objets qui est stocké dans mon storage. Et ce qui est bien quand on partitionne, c'est que ça va permettre en fait d'avoir des règles de share qui dépendent de la valeur de la clé de partition. Donc je vais partager à des gens différents, des groupes différents, en fonction de cette valeur-là. Donc, par exemple, je pourrais écrire une fonction qui dit si ma clé de partition c'est target user, par exemple un champ qui contient en fait une valeur d'utilisateur, par exemple un email que l'utilisateur a choisi pour une donnée particulière, je vais pouvoir définir une fonction qui dit que pour la clé target user, eh ben, je vais partager avec elle-même l'identité, quoi. C'est-à-dire le target user en question. Donc seulement target user, la valeur en fait qui est dans target user, c'est seulement cet utilisateur-là qui va recevoir ces données-là. Et puis on peut faire des choses beaucoup plus subtiles. On peut dire que la clé partition, par exemple, c'est l'ID de l'objet, c'est-à-dire c'est chaque objet. Donc chaque objet va être une partition lui-même. Et là, on va commencer à pouvoir écrire des choses rigolotes du style si le statut est submitted, alors je partage avec le groupe validateur. Et s'il n'est pas, du coup, je partage avec personne. Implicitement. OK? Donc, en fait, dans Daylight, il y a une manière assez simple de déclarativement dire, de donner des règles, en fait, de partage sur les données qui nous appartiennent à nous. Parce que par défaut, elles nous appartiennent à nous toujours. Hein. Et donc, on va pouvoir les partager aux autres avec des règles comme ça. Et du coup, ça va être assez facile de partager au moment où il faut. Alors, si on reprend l'application de note de frais, eh ben, on va se retrouver avec une architecture, une implémentation qui va être exprimée comme ça. Je l'exprime comme ça. C'est un peu nouveau tout ça. Alors, j'ai pas vraiment de référence. Voilà, il n'y a pas de standard UML pour le faire. Donc je le fais comme je peux, mais grosso modo, je l'exprime comme ça, je le modélise comme ça. Donc j'ai mes utilisateurs, mes groupes d'utilisateurs, et en fait, là, on voit qu'en fait, il a un storage. Donc il est blanc. Blanc, ça veut dire qu'il lui appartient. Okay. Quand c'est gris, ça veut dire qu'il a été partagé par quelqu'un d'autre. OK. Et ben, il va exprimer une règle de partition en lecture-écriture. C'est pour ça que la flèche, elle est bidirectionnelle, d'ailleurs. Dire, voilà, je share avec le groupe expenses, mais je l'ai appelé comme ça ici, sous réserve que le statut est différent du draft. Donc que tous les statuts, sauf le draft, vont être partagés avec le validateur. Je sais que ma partition key, c'est IT. Hein, là, mais... Et le validateur, lui, va pouvoir exprimer la même règle de partition. Alors ça, c'est parce que le droit de reshare est par défaut activé. Et donc, il va pouvoir resharer avec la content. On pourrait imaginer d'ailleurs que c'est le user lui-même qui reshare avec la content une fois que le statut est validé. Les deux sont possibles. OK, et donc là, ça me permet d'avoir vraiment une infrastructure pour implémenter ce workflow-là. Voilà. J'ai besoin de rien d'autre, en fait. Et ce qui est bien, en plus, c'est qu'à la fin, une fois que la content a récupéré ses expenses, il peut tout à fait prendre la décision de les cracher
et les déplacer vers un serveur de stockage d'archivage, l'accounting server ou un stockage ailleurs. Et donc, ce qui fait qu'en fait, dans le workflow, finalement, les données qui sont plus vivantes et qui ont été validées, elles sont sorties des local storage des utilisateurs. Donc, il n'y a plus de données qui servent à rien, en fait. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne gestion du cycle de la donnée, des données vivantes, des données mortes, etc. Ce qui est souvent très difficile à faire dans les systèmes centralisés parce que on a tout mis dans une seule base de données et qu'à la fin, il faut des règles pour les supprimer et tout. C'est toujours un peu plus compliqué. Là, c'est très net, c'est très clair. On sait quand est-ce qu'on supprime, etc. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Peut-être que c'est très abstrait et je peux peut-être juste vous montrer une petite démo de comment ça marche dans Daylight, comme ça vous pourrez voir un Oui, petit... oui, une démo. Ok, je fais une petite démo, comme ça peut-être que ce sera plus clair. Alors, donc si on va sur Daylight, voilà, donc sur Daylight, je vais prendre une application from scratch. Je vais me créer une data source, donc un storage. Vous voyez bien, hein, j'espère. Et dans ce storage, je vais mettre des objets. Donc je vais dire qu'il y a une valeur par défaut, avec un objet. Cet objet va avoir un champ. Je vais dire que je vais prendre des notes, par exemple. Alors, notes. Voilà, et je vais donner une valeur par défaut pour l'instant. Et puis je vais dire, ou plutôt, tiens, je vais faire des tâches. Tiens, ça sera des tâches, task. Voilà, test task. Et puis je vais dire qu'il a une due date. La tâche a une due date. Voilà, la due date, on va dire que c'est demain, le 26. Voilà. Ok. Ok, donc j'applique cette valeur par défaut. Et dans mon storage, voilà, ça c'est mon local storage. Hein, ok, c'est ma base de données dans mon navigateur. Maintenant, je me retrouve avec un objet qui a un ID parce qu'il a été automatiquement rajouté. Hein, j'ai une propriété qui dit que je rajoute automatiquement les ID et qui m'appartient à moi tout seul. Ok. Donc cet objet-là, je vais faire une petite manipulation d'UI pour dire que je vais pouvoir éditer ces objets-là. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, parce que peut-être que... Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que je n'ai pas sélectionné l'endroit. Voilà, hop. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, voilà, maintenant je l'ai 3 fois, puisque je l'ai mis au mauvais endroit. Ah, c'est malin ça. Ah. Ok. J'ai fait une bêtise. Hein. Généralement, hop. Ok. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Ok. Donc là, maintenant, j'ai un petit éditeur pour créer en fait des nouvelles choses. Donc, je sais pas, une tâche faire le ménage, par exemple, qui serait pour demain, par exemple aussi. Voilà. Et là, je peux créer une nouvelle tâche dans mon local storage. Si je regarde à l'intérieur de mon local storage, qui est là, voilà, je vois que j'ai bien ma nouvelle tâche qui est là. OK? Et vous avez pu remarquer qu'en haut, là, j'ai un petit bouton de synchronisation, voilà, que je peux appliquer, voilà, et qui va en fait s'assurer que dans le serveur de synchronisation, toutes ces données-là sont à jour. Donc ça veut dire que si j'ouvre une autre session du navigateur,
Alors déjà, je vais sauvegarder mon application. Je vais faire un set file as. Je vais l'appeler démo. Task. Donc là, si j'ouvre en fait mon navigateur dans une autre session, voilà. Et que j'ouvre mon fichier démo-task. Alors, où est-ce qu'il est démo-task? Je ne sais jamais où je l'ai mis. Voilà. OK. Voilà. Tac. Ah bah oui. Donc, là, en fait, je suis en connecté sous un autre utilisateur. Hein. Là, je suis sur renaud.pavlak@gmail.com. Et là, je suis sur renaudpavlak@sincheo.com. OK? Donc, ce n'est pas le même utilisateur. Donc, je me retrouve dans mon local storage avec une donnée qu'il a donnée par défaut. Hein. C'est normal. Le test task. Par contre, si je vais sur une autre session, disons celle-là, que cette fois-ci, je me connecte avec mon compte Gmail. Voilà. Voilà. Non. Pourquoi il la trouve pas là? Je comprends vraiment jamais rien à ce truc-là, quoi. Ah. Mais qu'est-ce qu'il cherche en document? Je sais pas pourquoi il cherche en document. Je vais demander, moi. Voilà. Ok, donc là, si. Ouais, ok. Oui, ça c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il synchronise pas? Ouais, je suis bien là. Il est tard. C'est peut-être un délai par défaut, non? Qui rentre en ligne de compte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ok. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas mon avatar, donc je pense qu'il y avait un problème. Alors, attends. Je recommence. Ok. Ok. Et là, il ne synchronise pas. Je sais pas pourquoi. Il est censé synchroniser, bon. J'ai dû oublier un truc idiot. J'ai vraiment oublié un truc idiot là. Hein. Alors attends, parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le share vers sincheo.com du coup. Donc si je veux share, donc je prends les propriétés de mon local storage, je vais dans sharing, et là je peux dire je share avec sincheo renaud.pavlak @sincheo.com. Donc là, si je retourne sur ma partie sincheo.com qui est là, là il est censé synchroniser. Bah il n'y a rien qui marche. Bon bah c'est l'effet démo, je suis désolé. D'habitude ça marche très bien. J'ai dû faire une bêtise à un moment, je ne sais pas ce que c'est. Désolé. D'habitude ça marche. Bon, C'est l'effet des mots. Bah ouais, je pense que c'est au début quand j'ai généré 3 fois les trucs, ça a dû faire un truc bizarre, je sais pas. Parce que là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, c'est censé marcher. Bon, d'habitude, ce qui se passe, c'est que
quand tu fais ton share, là, bah, bien sûr, tu reçois les données de Renault Public, quoi. Donc tu les as, tu as tes données à toi, plus les données de Renault Public, les autres. Et comme ils te les partagent en lecture-écriture ici, tu peux les modifier et ça va être resynchronisé ici, bien sûr. Voilà. Donc c'était juste une démo très simple. Après, c'est quand même bizarre. J'essaierai de comprendre pourquoi ça ne marche pas, mais il est trop tard. Bah, il est tard, oui, en effet. Et puis ça arrive. En tout cas, Ouais, tous les non, principes que tu as expliqués sont intéressants déjà. ouais, ben écoute, en tout cas, juste pour dire que ça marche, on a vraiment implémenté des workflows compliqués avec cette technique-là. Hein. Rapidement, là j'en ai pour une minute, mais on a implémenté une application de gestion des demandes GDPR pour l'AFNOR, donc avec un workflow de ce type-là, qui marche très bien hein, pour le coup, mais voilà, avec une implémentation qui ressemble à ça, qui est déjà un peu plus complet, avec un modèle métier déjà un peu plus compliqué. Et voilà, et du coup, pour conclure tout ça, donc ouais, voilà, on l'a dit, hein, mais le local first, il arrive en force. Et bon, au-delà donc des 7 principes et qui sont mis en avant par les évangélistes du local first, moi je pousse en plus les 3 autres bénéfices. Hein. Donc un outil pour faire de l'éco-conception, un outil, une approche qui est super intéressante parce qu'elle permet de s'affranchir des API. Donc, c'est facilement couplé avec du no-code et du low-code, c'est-à-dire un framework un peu plus haut niveau. J'imagine pas que en 2023, les développeurs continuent à développer avec des outils de très bas niveau. Il y aura forcément des outils bas niveau, mais il faut aussi des outils un peu plus haut niveau. Et enfin, voilà, j'ai essayé de pousser cet outil, cette vision en fait des local first workflows, là, qui pour moi sont vraiment un game changer apporté par le local first, parce que ça renverse un petit peu la façon de voir le SI, et on le voit de manière distribuée autour du workflow, en mode un peu peer-to-peer, plutôt que de le mettre dans une base de données et après de le recontextualiser, quoi. Ce qui est une opération extrêmement complexe. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'ai tenu presque dans les temps, donc je suis assez fier de moi. Est-ce qu'il y a des questions? C'est impeccable pour le temps, ouais. L'outil Delight, il est disponible? Oui, oui, il est disponible. Il est complètement gratuit d'utilisation. Il restera le modèle. Il sert à développer aussi des applications ou pas? Non. C'est Oui. juste avec quel langage? Bah, derrière c'est du. Alors, il faut savoir que derrière, c'est du standard Bootstrap Vue. Voilà. C'est du front-end. C'est du front-end, ouais. Ouais, c'est que du front-end, hein, attention. Hein. Front-end, mais avec du local first, donc un back-end de synchronisation quand même. C'est ça qui est intéressant. Et après, en termes de low-code, on écrit les spécialisations des fonctions en JavaScript. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions, parce qu'on va s'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement déjà. Yes.